Salut, c'est Paul. Pour attaquer cette rentrée, j'ai décidé de te montrer sur un certain nombre de robots les plages de paramètres que je peux potentiellement utiliser pour que de ton côté tu puisses soit travailler avec elles ou alors tout simplement t'inspirer de ça pour faire un travail sur d'autres robots qui te ressemblent. Et donc là, pour commencer, on va attaquer sur un robot relativement simple à prendre en main, mais tu verras que juste avec ça, on aura largement de quoi travailler. Quand on travaille avec les robots, il y a trop souvent des personnes qui pensent qu'un robot, c'est juste un outil qu'on met en place et qui automatiquement tous les mois génère de l'argent. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un robot, ce n'est pas du tout ça. Un robot, c'est plus comme une boîte à outils qui est plus ou moins grande et avec laquelle on peut faire plus ou moins de choses. Typiquement, un robot, c'est un petit peu comme si tu avais un véhicule qui avait 4 roues et un moteur. Mais le truc, c'est qu'un véhicule avec 4 roues et un moteur, ça peut être plein de choses. Ça peut être une Ferrari comme un tracteur. Et les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais il faut bien comprendre que les deux n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Et bien en fait, en trading, c'est la même chose. Il n'existe pas un robot qui corresponde à tout le monde et qu'on puisse considérer comme le robot parfait. Le robot qui te fera du 100% par mois et sans aucun risque, bah typiquement il n'existe pas. Par contre, un robot qui fait du 100% par mois, ça peut exister, mais alors de son côté, il aura effectivement un risque très élevé. Et donc typiquement, ce genre de robot peut correspondre peut-être à des personnes qui sont en train de développer leurs capitaux. Par contre, attention, de l'autre côté, si toi, tu es une personne qui a 100 000 euros, bah en fait, ce genre de robot pourrait être une catastrophe. Parce que, en effet, perdre 1000 euros, c'est une chose qui n'est pas facile, mais qui peut arriver. Alors qu'à l'envers, perdre 100 000 euros, c'est quelque chose qui, tu comprends bien, ne doit pas se faire de la même manière. Du coup, il va falloir adapter les paramètres du robot aux risques qu'on va vouloir accepter de prendre et aussi aux performances que l'on va souhaiter viser. Et donc, pour attaquer ça, là aujourd'hui, on va travailler tout simplement sur le robot Candlelight, donc celui de mon pack découverte. Alors ne t'inquiète pas, j'ai bien prévu de faire d'autres vidéos sur d'autres robots. Mais tu vas voir que déjà, juste avec ce robot qui n'a que quelques paramètres, il y a déjà largement de quoi faire. Là, je vais juste donc parcourir rapidement les différents éléments pour que tu comprennes en fait comment ils se composent et par la suite pour que l'on travaille justement sur le paramétrage qui va avec. Au niveau du robot, comme tu peux voir, il n'y a que très peu de paramètres. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est fait exprès. Il fait peu de choses, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Et donc là, au niveau des paramètres, comme tu peux le voir ici, on a en fait déjà les 3 premiers paramètres qui vont être liés finalement à l'agressivité des points d'entrée. C'est ici qu'on va définir quels sont les points d'entrée que l'on a envie d'avoir. Est-ce qu'on veut qu'ils rentrent très souvent en position? Est-ce qu'on veut au contraire chercher des signaux qui seront de qualité très forte? Ou est-ce qu'on veut au contraire trouver des signaux qui sont de qualité très significative? Ensuite, en dessous là, on a des choses qui vont définir la distance, notamment du TP, et ensuite le mécanisme de rattrapage, ainsi que la taille des lots avec lesquels on va travailler. Et donc là, ce que je te propose, c'est qu'on va parcourir chaque point pour voir de mon côté comment je travaille le robot, pour que tu puisses comprendre comment est-ce que tu peux interpréter ces paramètres, quels sont l'impact de chaque changement que tu vas faire, et pour que par la suite, tu puisses faire quelque chose qui te ressemble. Sur ce robot, on a en réalité 3 paramètres qui vont nous permettre de travailler sur les points d'entrée. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau des points d'entrée, c'est que très souvent, la plupart des personnes pensent que le trading, c'est juste choisir le bon point d'entrée. Et ça, en fait, c'est pas du tout vrai. Le trading, c'est un mélange de plusieurs choses. On va voir effectivement le travail sur les points d'entrée qui va améliorer nos chances d'être dans le bon sens. Mais à côté de ça, le trading étant quand même sur un marché fortement aléatoire, on ne pourra jamais être systématiquement dans le bon sens, même à 90%, sauf si effectivement on a des stop-loss qui sont extrêmement lointains. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que si on était à une chance sur 2 d'être dans le bon sens, et bien en fait, en travaillant fortement les points d'entrée, on va peut-être passer à 53, 55% de chances peut-être d'être dans le bon sens. Mais donc là, ce qu'il va bien falloir comprendre, c'est que ce travail-là est important pour améliorer nos chances, mais le robot ne peut pas se résumer à ça, parce qu'avec ça, il va y avoir plusieurs choses qui vont être à intégrer. Mais on verra ça petit à petit. Alors, ici, au niveau du premier paramètre sur le robot, on a donc la partie suite. La partie suite, là, c'est celle qui va faire que le robot prenne des positions dans un sens ou dans un autre. Tu vois donc typiquement, ici quand on met une suite à 5, en fait ce que ça veut dire, c'est que le robot prendra des positions à partir du moment où on a 5 bougies consécutives dans le même sens. Par exemple, ici tu peux voir, on a donc 1, 2, 3, 4, 5 bougies consécutives et donc le robot a pris un ordre. Et ainsi de suite. Ici, pareil, 1, 2, 3, 4, 5 bougies consécutives et le robot prend un ordre. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ces suites de bougies, finalement, si elles sont très courtes, ça fait qu'automatiquement, on va prendre beaucoup de positions. Si jamais tu mettais à 2, automatiquement, tu te retrouverais effectivement à prendre énormément de positions parce que finalement, 2 bougies qui se suivent de la même couleur, ça peut arriver de manière très fréquente. Par contre, à côté de ça, si jamais tu viens te mettre à 7 par exemple, à ce moment-là,
ce sera donc un signal qui sera beaucoup plus rare. Parce que 7 bougies qui vont dans le même sens sur un marché, c'est quelque chose qui peut arriver, mais qui tout de suite a probablement une signification plus importante. Tu vois par exemple ici, on a bien eu effectivement 7 bougies consécutives qui ont eu lieu, et quand la 7e a clôturé, du coup on a une autre position, et effectivement on peut voir que tout de suite le marché s'est retourné, et donc que notre signal était dans le bon sens. Si on prend un autre exemple, comme celui-ci par exemple, on peut voir que là, même principe, les 7 bougies étaient ici, et donc il y a bien eu effectivement un petit bull block qui nous a permis de venir récupérer notre TP ici. Et donc ça, ce que ça veut dire ici, c'est que de ton côté, quand tu vas commencer à choisir ici les points qui seront donc sur des suites qui seront très fortes, globalement, tu as des chances effectivement d'avoir des signaux qui auront une signification plus importante que si tu mets des toutes petites valeurs. Mais donc là-dessus, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de voir en fait par rapport à notre marché, quelles sont les plages qui peuvent avoir un sens. Alors de mon côté, en général, ce que je fais, c'est que ici je travaille effectivement entre 4 et 7 bougies. C'est donc ici en cochant cette case, je vais faire varier ça. Et je vais regarder effectivement les résultats que je peux avoir quand je serai sur 4 bougies consécutives, puis 5 bougies consécutives, puis 6, puis 7. En dessous de 4, je trouve quand même qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement agressif et qu'on prend donc énormément de positions. Et donc si on prend énormément de positions, on a un risque qui est donc très significatif. Au-dessus de 7, je trouve quand même qu'on n'arrive plus à avoir beaucoup de positions. Et que dans ce cas-là, certes, celle qu'on a sera de bonne qualité, mais ce sera assez frustrant d'avoir une position tous les 3 mois. Du coup là, en faisant varier ça, on va donc faire en sorte de trouver une plage qui ait du sens. Ensuite, l'autre paramètre ici, c'est le paramètre Extreme Research. Alors de son côté, lui concrètement, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand il est placé comme ça à 500, ce que va faire le robot, c'est qu'en réalité, il va faire en sorte de regarder que nos 7 bougies consécutives qu'on avait précédemment soient hors d'un range des 500 dernières bougies. C'est-à-dire qu'on va vouloir qu'effectivement nos 7 bougies soient en dehors des 500 bougies qui le précédaient. Donc ici, si on regarde 500, ça correspond globalement à ça là. Donc ça veut dire que en fait, on va attendre que les bougies sortent de ces valeurs-là pour s'assurer qu'on soit bien sur un marché extrême. Et donc là, typiquement, ce qui va donc se passer, c'est que plus on va chercher finalement des ranges qui seront élevés, et plus quand on aura une sortie suivie d'une suite de bougies, on sera potentiellement sur quelque chose qui aura une signification forte. Par exemple, si comme ici, tu as un marché qui a eu un grand range et que tout à coup, il est suivi d'une grosse suite de bougies, effectivement, on a de bonnes chances que, ici, on puisse avoir un retournement dans l'autre sens qui nous permette donc de sortir rapidement sur notre TP. Et donc, ici, en venant paramétrer ça, on va donc définir à quel point est-ce que notre range sera donc grand ou petit. De mon côté, habituellement, je travaille souvent sur des valeurs ici entre 50 et 300. Donc 50, on est très clairement sur un range qui sera très court. Donc finalement, quand on aura des sorties de bougies, très souvent, on risque de se retrouver à plutôt travailler donc le nombre de bougies consécutives. Et quand on sera sur 300, on pourra effectivement avoir des valeurs qui seront très souvent plus petites au niveau de la suite de bougies, mais qui nous donneront donc des résultats qui seront plus liés à la sortie de range. Donc là, en le faisant varier entre 50 et 300 avec un pas de 250, donc juste en testant la valeur 50 et en testant la valeur 300, je sais que globalement, on a normalement de quoi travailler largement. Après, ici, on a le paramètre inversion. Alors le paramètre inversion, lui, a un rôle simple. Si jamais je viens à le mettre dans l'autre sens, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de chercher à retourner dans la direction du range, on va faire en sorte de poursuivre dans le sens de la tendance. Après tout, tu vois, si on prend un exemple comme ici, là, on peut voir qu'on a eu effectivement une bonne suite de bougies, mais que par la suite, le mouvement a largement continué. Et donc, en fait, ici, avec le paramètre inversion, si jamais on le met sur false comme ça, on va plutôt venir travailler, non plus cette fois-ci, les retournements de tendance, mais plutôt les poursuites de tendance, comme ici. Et donc là, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement tout simplement faire varier cette valeur-là entre true ou false, donc pour savoir si on retourne direction du range ou si on continue dans la tendance. Et donc voilà au niveau des points d'entrée. Il n'y en a que 3, mais déjà avec ça, on commence à avoir un certain nombre de possibilités qui vont se définir. Et donc grâce à ça, effectivement, on devrait donc améliorer nos chances d'être dans le bon sens. Mais très clairement, comme je te disais, le trading, ce n'est pas que ça. Par la suite, il va également falloir que l'on voit comment on fait pour gérer quand on n'est pas dans le bon sens. Pour la gestion des situations quand on n'est pas dans le bon sens, habituellement, quand on fait du trading manuel, on dit on met un stop loss et c'est fini. Alors, le stop loss est quelque chose qui effectivement fonctionne bien, mais de mon côté, je sais que je préfère largement les mécanismes de grid qui permettent notamment d'avoir une régularité beaucoup plus importante. Mais attention, avoir un mécanisme de grid effectivement implique systématiquement un risque plus important de plantage du compte. Et c'est pour cette raison que de mon côté, je travaille sur plusieurs comptes en parallèle. Et finalement, quand tu as 10 comptes, ce qui va se passer, c'est que si jamais tu perds un compte, tu ne perdras pas tout ton capital, tu perdras 10% de ton capital. Mais attention également au niveau des différents comptes que tu vas avoir, de faire en sorte qu'ils ne soient pas corrélés entre eux et qu'ils aient des mécanismes de fonctionnement différents. Il ne faudrait pas que sur tes 10 comptes, tu aies 10 fois le même robot et que quand un seul compte dérape, finalement tous tes comptes dérapent en même temps.
Donc ça, c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans cette vidéo-là. N'hésite pas à le regarder, il est extrêmement important pour la gestion du risque que l'on va avoir par la suite. Mais donc, ici dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur un mécanisme de grid sans stop loss. Et donc, attention au capital que tu vas mettre. Il va bien falloir faire en sorte de mettre d'autres mécanismes qui le protégeront justement en cas de dérive. Par contre, tu verras que quand ça fonctionne très très bien. Et donc, là typiquement, au niveau des différents paramètres que l'on a, ici en fait, au niveau du robot Candlelight, on travaille en fait déjà de base avec un ATR à 200. Alors l'ATR, pour simplifier, c'est globalement la volatilité du marché. Et ici, quand il est placé à 200, ça veut dire qu'on va regarder les 200 dernières bougies pour voir quelle était la volatilité moyenne qu'il y a eu. Et l'avantage avec ça, c'est que par la suite, la distance de notre TP ou encore de notre grid va s'adapter automatiquement à ça pour faire en sorte que l'on puisse facilement adapter le robot d'un marché à l'autre. Mais donc, de mon côté, ce que je vais faire ici, c'est que dans ce cas-là, je vais travailler sur un ATR plutôt long, à savoir un ATR à 200. Grâce à ça, je vais pouvoir donc faire en sorte d'avoir une analyse de marché sur un terme qui sera un peu long, ce qui me permettra notamment de ne pas être très sensible à tout ce qui va être les actualités économiques ou à toutes les choses comme ça. Après, on peut tout à fait faire un travail inverse et faire en sorte de travailler par exemple avec un ATR à 14, ce qui permettrait d'être au contraire très sensible aux actualités ou autres et qui permettrait donc de mieux profiter des fluctuations rapides des marchés. Dans mon cas, je vais donc rester sur un ATR à 200. Ensuite, arrive le TP distance. Alors le TP distance, comme son nom l'indique, c'est tout simplement la distance du TP. Quand il est à 1, il est donc placé comme ici, relativement proche du point d'entrée. Grâce à ça, l'avantage c'est qu'on va effectivement se retrouver à sortir rapidement des positions. Par contre, l'inconvénient, c'est que comme on va rentrer souvent en position, et bien automatiquement, il va falloir payer régulièrement du spread. D'un autre côté, si jamais je travaille ici sur une distance à 3, on va donc avoir un TP qui sera placé de manière bien plus distante. Et donc, à ce moment-là, quand on aura un gain, vu qu'on est sur la même taille de position, on va avoir des gains qui seront plus significatifs par position et on paiera moins de spread. Mais en contrepartie, attention, parce que ça veut dire que le marché a plus de chances de dériver. Et donc, si le marché a plus de chances de dériver, on a plus de chances de se retrouver tout simplement avec un grid qui va s'enclencher. Mais ça, on va le voir juste après. Donc ici, au niveau du TP, de mon côté, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire varier ce TP entre 1 et 5. Comme ça, on va tester la distance à 1, qui sera donc une distance plutôt proche, puis la distance à 3 qui sera une distance plus éloignée, et enfin la distance à 5 qui sera une distance bien plus significative et qui permettra de, sur chaque position qui sera gagnée directement, d'avoir un bon rendement. Par contre, à côté de ça, effectivement, on risque de se retrouver à enclencher régulièrement le grid. Donc là, il y aura tout un compromis à faire sur ce sujet-là. Ensuite, ici, on a la partie Distance Between Orders. Alors ça, c'est clairement la partie qui gère le grid. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre au niveau du grid, c'est que quand on va le faire varier ici, si jamais il est très proche, hop, ok, l'avantage que l'on va avoir, c'est que automatiquement, on va se retrouver à enclencher le grid et donc nos positions risquent de ne durer que très peu de temps. Tu vois par exemple, ici, on n'était pas dans le bon sens, tac tac tac, rapidement, on se retrouve donc à avoir notre position gagnante. Et en général, grâce à ça, on arrive effectivement à avoir une excellente régularité. Par contre, l'inconvénient avec ça, c'est que si jamais on est trop agressif dans le mauvais sens, à ce moment-là, il va quand même falloir des capitaux assez significatifs pour commencer à subir une perte qui se ressemblera à ça. Donc là, très clairement, c'est comme ça qu'on plante un compte très rapidement, parce que là, les tailles de position risquent de s'enclencher et de monter très rapidement, et donc tu risques de ne pas réussir à tenir le coup. Donc attention à ce point-là, un grid proche, ça permet d'apporter de la régularité, mais de l'autre côté, ça va également te mettre un risque très significatif si jamais tu as un marché qui dérive pendant un certain temps. D'un autre côté, si jamais on vient travailler sur un grid plus élevé, par exemple un grid à 10, à ce moment-là, l'avantage, c'est que globalement, on laissera largement à nos positions le temps de respirer. Tu vois, ici par exemple, la position a mis un certain temps à être prise, mais finalement, là, on se retrouve à ne pas enclencher de grid, on a laissé la place au marché pour respirer. Et si jamais le marché vient à vraiment dériver, comme ici par exemple, tu vois, où on a vraiment eu une grosse descente sans vraiment avoir de rattrapage significatif par rapport à notre grid, en fait, on ne va ouvrir que peu de positions. Et donc au global, certes, les positions vont mettre un certain temps à venir se clôturer, mais si les capitaux sont suffisants pour tenir la perte, en général, ça permet quand même d'avoir moins de surprises. Alors, du coup, là-dessus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque grid a son avantage et son inconvénient. Quand tu es très proche, tu vas effectivement faire en sorte de sortir très rapidement. Et donc, en général, quand tu as une situation qui dérive, ton robot sera sorti. Par contre, si jamais tu dérives et que ton robot n'a pas eu le temps de sortir, sur un grid proche, tu risques vraiment de planter ton compte. Sur un grid long, régulièrement, on a moins de plantage de compte. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Par exemple, parfois, ce qui peut se passer, c'est que tu peux avoir un marché qui va dériver et qui ne va pas spécialement revenir. Et à ce moment-là, un grid long risque vraiment de traîner pendant un certain temps et voire même planter le compte parce que le robot n'aura pas réussi à sortir. Et donc là, si tu commences à voir les choses, tu dois commencer à comprendre que, en gros, le choix du grid n'est pas un choix anodin, mais qu'en plus de ça, très clairement, c'est lui qui va définir un certain nombre de choses. Ton risque initial, ta rapidité, ta régularité et tout ce qui va avec. Donc là, de mon côté, en fait, ce que je vais faire ici, c'est qu'au niveau de ce paramétrage de grid,
je vais le faire varier entre 2 et 10 avec un pas de 2. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'on va travailler à 2, puis à 4, puis à 6, puis à 8, puis à 10. À 2, on sera relativement proche, à 10, on sera relativement loin. Mais grâce à ça, on aura une certaine souplesse pour voir ce qui nous parle par rapport à nos critères par la suite. Là ensuite, on a la taille de lot initiale par rapport à un capital de 10K. Alors, ce que ça veut dire ici, c'est que dans mon cas, là, je me suis mis sur un capital de 10 000 € volontairement. Et donc ici, quand on est sur du 0,01, ça veut dire que nos positions, là, quand on les ouvre, la première position aura une taille de lot à 0,01 parce que mon capital est de 10 000 €. Par contre, si jamais tu as un capital à 20 000 € et que tu te mets sur du 0,01, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que tes tailles de lot vont donc être non plus de 0,01 parce que tu n'auras pas 10 000, mais 20 000 €. Donc 2 fois plus de capital, taille de lot 2 fois plus grosse. Et de l'autre côté, si tu as envie de travailler sur des plus petits capitaux, il va donc falloir que tu adaptes ça. Alors, quoi qu'il en soit, là, comme on est sur du Forex, la taille la plus petite sera normalement sur la très grande majorité des courtiers du 0,01 lot. Et donc, ici, quand tu seras sur du 0,01, ce sera la plus petite taille de position. Alors ici, dans mon cas, vu que je vais rester sur un capital à 10 000 €, je vais faire varier tout simplement cette taille de position entre 0,02 et 0,04. Alors 0,02 sur un capital de 10 000 € par rapport à beaucoup de choses qui se font à côté, ça peut paraître très faible. En effet, si on regarde donc sur 0,02 combien ça rapporte, chaque trade gagnant directement, on peut voir qu'il va rapporter environ 5, 6, 7 € peut-être en fonction de la distance du TP initialement placé. Mais du coup, là, ce qui va se passer, c'est que ça peut paraître faible, mais le gros avantage quand on commence à travailler comme ça avec des toutes petites tailles de position, c'est qu'on va avoir la capacité d'avoir tort. C'est-à-dire qu'en gros, notre marché, quand on ne sera pas dans le bon sens, on aura le temps de le laisser se retourner pour nous laisser de la place pour potentiellement réussir à ressortir positif par la suite. Et donc ici, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement donc faire varier ça entre 0,02 et 0,04. Mais donc, ça va faire que globalement, par rapport à 10 000 €, on va rester sur des petites tailles de position pour justement avoir la possibilité de ne pas forcément avoir raison. Et pour justement faire en sorte de, en cas de dérive forte du marché, laisser le temps au robot de se retourner comme il faut. Et après, là, on a le Grid Recovery Factor. Alors lui, typiquement, c'est celui qui va définir vraiment l'agressivité avec laquelle on va sortir de notre grid. Là, de base, je vais le travailler entre 1,1 et 1,3. Ça veut dire que là, à chaque fois que l'on va ouvrir un nouveau grid comme ici, là, les tailles de position vont être 1,1 fois, donc 10% plus grosses ou 20% plus grosses que les positions précédentes. En faisant ça, on va donc avoir un grid doux qui va faire que globalement, on ne va pas grossir trop rapidement notre taille de position et donc l'on pourra plus facilement ne pas avoir raison et donc laisser le temps au marché de se retourner. Mais à côté de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut tout à fait faire un grid beaucoup plus agressif et donc à ce moment-là, on aura une régularité qui sera bien plus élevée avec un grid qui nous fera qu'on sera très peu de fois dans le mauvais sens. Mais attention évidemment, parce que si jamais ton marché vient te dériver à ce moment-là, tu auras donc un grid qui va grossir très rapidement et tu plantes ton compte de manière hyper rapide. Donc là, en général, quand on se met sur des toutes petites valeurs comme ça, on a donc bien plus de temps pour respirer et pour éviter les mauvaises surprises. Et après, donc au niveau du paramètre slippage, alors lui concrètement sur le Forex, tu peux le laisser comme ça. Et le magic number, ça c'est un numéro qui sera important parce que ça c'est le numéro qui va identifier chaque robot. Et il faudra donc bien que quand tu lanceras ton robot sur plusieurs graphiques différents, tu aies des magic numbers différents pour éviter que le robot EURUSD trade par exemple sur le robot AUD4 que tu aurais pu paramétrer à côté. Mais donc ça c'est un paramètre que j'explique déjà dans cette vidéo là, donc n'hésite pas à la regarder également. Et donc là, globalement, voilà les paramètres avec lesquels je vais faire l'optimisation. Mais donc ce que ça veut dire ici, c'est que quand j'appuie sur OK, que je viens cocher la case optimisation, et dans mon cas, je vais mettre sur l'EURUSD, donc en général, on peut mettre un spread à 13 avec du H1. Hop. Si on regarde, et bien là donc on aura 960 passages à faire. Alors 960 passages, c'est quelque chose qui est donc relativement rapide à faire, même sur plusieurs années. Là tu vois donc en H1 pour faire entre 2013 et 2024, finalement ça me demande que quelques minutes. Et grâce à ça, je vais donc pouvoir faire en sorte d'avoir un certain nombre de paramètres qui seront intéressants. Tu vois par exemple ici, celui-ci rapporte 3 900 €, mais avec un drawdown trop élevé. Ici, j'ai du 2000 avec un drawdown plus raisonnable. Ah, ici, j'ai quand même des plantages de compte qui peuvent arriver. Et donc, là, tu vois, tout l'exercice qu'il va y avoir à faire, c'est de trouver en fait quelque chose qui soit cohérent, pertinent et qui corresponde à notre manière de trader. Et donc, là, comme tu peux commencer à le comprendre en fait, un robot, ce n'est pas juste un outil que l'on lance et où on laisse faire le travail. Un robot doit être paramétré pour chaque marché. Un EURUSD en H1 ne se comportera évidemment pas pareil qu'un AUD Yen en M1. Beaucoup de personnes pensent que le plus important est le robot. Mais en réalité, le plus important n'est absolument pas le robot, le plus important sera toujours la méthode. Le robot, globalement, c'est un petit peu comme
l'outil que tu vas pouvoir utiliser qui va te permettre d'aller dans un sens. Ça peut avoir une certaine polyvalence et ça peut permettre de faire un certain nombre de choses. Mais de son côté, en fait, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va t'offrir un certain nombre de possibilités, mais ce sera toujours à toi de choisir la bonne possibilité pour aller dans le bon sens. Pour choisir cette bonne possibilité, en fait, de mon côté, typiquement, j'ai mis en place un certain nombre d'outils que j'ai déjà pu, d'une certaine manière, aborder dans d'autres vidéos et que là, dernièrement, je suis en train de largement mettre à jour. En fait, l'objectif ici, ça va être que sur ces 960 passages-là, au niveau de nos résultats, comme tu peux voir, on a des passages qui vont jusqu'à 68 000 €, donc on a fait du x7 quasiment par rapport à notre compte. Et de l'autre côté, on a d'autres passages qui peuvent nous planter le compte ici et nous faire perdre tout notre capital. Et donc, le but que l'on va voir ici, c'est tout simplement de réussir à trouver quelque chose qui nous permette de plus régulièrement gagner que de perdre et de faire en sorte que, par rapport au marché, qui ne fait finalement que varier entre deux bornes, on soit globalement en train de profiter de ces fluctuations pour avoir quelque chose à en retirer. Mais pour faire ça, en fait, là, c'est clairement la clé du travail. Tu vois, typiquement, il va y avoir plusieurs choses à analyser. En général, ce que font la plupart des personnes, c'est qu'ils vont juste regarder ici un résultat et comparer ça avec un drawdown et se dire, bon, 77% de drawdown, c'est trop élevé. Moi, je veux un drawdown plus petit. Donc, on va dire que je voulais un drawdown à, 15%, c'est beaucoup mieux. Donc, je prends ce passage-là. Et en fait, faire ce travail-là est fortement insuffisant. Globalement, pour te donner un exemple concret, c'est un petit peu comme si tu prenais des voitures et que tu prenais 1000 voitures par exemple et que tu faisais juste varier la vitesse à laquelle elles roulent. Certaines vont rouler à 5 km/h, 10 km/h, 20 km/h, toutes sur le même circuit. Et certaines vont même aller jusqu'à 200 km/h. Et donc, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que toi, si tu regardes juste les résultats comme ça, tu vas te dire, voilà, moi, la voiture qui arrivait le plus vite, c'était celle-ci. Bon, elle est un peu trop cassée. Mais finalement, ici, j'ai une voiture qui est arrivée là et qui roulait à 200 km/h et a réussi à traverser le circuit. Donc, c'est une voiture safe qui correspond à ce que j'attends. Pas du tout. En fait, elle roulait à 200 km/h. Et une voiture à 200 km/h, ici, elle a potentiellement eu de la chance. Donc en fait, il va falloir analyser un certain nombre de critères pour voir ce qui vaut le coup d'être pris et pour comprendre quelles sont les choses qui ont un intérêt, quels sont les paramètres qui ont un sens, quels sont les paramètres qui sont trop dangereux par rapport à d'autres. Pour te montrer concrètement de mon côté comment ça se passe. Là, tu vois, donc j'ai fait ce travail-là sur l'euro USD en H1. Et donc ici, sur mon nouvel outil, en gros, ce qui se passe, c'est que je viens dessus automatiquement, donc j'ai un bilan qui se génère avec un certain nombre de backtests, un certain nombre de forward tests. Alors le forward test, si tu ne sais pas ce que c'est, en gros, c'est un petit peu une méthode qui permet justement de travailler à l'aveugle un robot sur une période pour voir potentiellement quel est le résultat qu'il aurait pu nous apporter. J'ai fait une vidéo où j'expliquais ça plus en profondeur, n'hésite pas à la regarder si tu ne comprends pas bien cette partie-là. Mais du coup, globalement, grâce à ça, je peux avoir une première idée de ce que va donner le robot qui ne sera pas basé sur un résultat de backtest qui peut être potentiellement suroptimisé, mais qui sera plutôt basé sur un résultat où il y aura eu une bonne partie à l'aveugle pour réussir à donner quelque chose. Et donc là, si on regarde au niveau de l'outil, on voit que globalement, donc sur une période qui va de 2021 à 2024, uniquement sur l'euro USD, finalement, on aurait eu un rapport à 2144 €. Et donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'on aurait pu avoir effectivement un très bon bilan. Mais après, à côté de ça, en fait, au niveau de mon travail ici, en gros, ça ne se limite pas juste à analyser un certain nombre de résultats comme ça pour voir ce qui correspond ou pas à notre travail. Ça va en fait analyser pas mal de choses. On va voir donc en fait un certain nombre d'analyses sur du long terme. Dans ce cas-là, je me suis mis sur des périodes de 9 années consécutives pour avoir quelque chose de relativement robuste. Et on va également, à côté de ça, avoir des analyses sur des périodes court terme qui vont nous permettre notamment d'analyser la régularité de nos résultats. En effet, nous ce qu'on voudrait éviter, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne en marche, où en gros pendant 3 ans, il te fait aucun résultat et tout à coup, il te fasse en un mois 100% du résultat qu'il a pu faire et qu'ensuite il ne refasse rien. Ça, c'est un résultat qui n'est pas intéressant. Donc là, typiquement, en faisant des analyses comme ça sur du court terme, on arrive à avoir une vision plus fine de ce que ça peut donner. Et ensuite, par rapport à tout ça, on a également toute une partie qui va donc consister sur une analyse de paramètres. En effet, parfois, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec des paramètres, comme je te disais, qui peuvent être largement suroptimisés. Comme l'exemple tout à l'heure où je te disais, une voiture qui passe à 200 km/h, en aucun cas ça pourra être une voiture sécurisée. Ce sera forcément une voiture qui a pris des risques non considérés. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si jamais de ton côté, tu viens à décomposer comme ça les paramètres, pour voir finalement quels sont les paramètres qui ont le plus de soucis par rapport aux paramètres qui passent le mieux, tu vas te rendre compte que finalement, une voiture comme celle-ci, globalement, c'est une voiture qui a donc une suite à 4 très courte, donc qui prend beaucoup de points d'entrée, avec un extreme research très court, donc globalement, il prend énormément de points d'entrée constamment. Alors qu'à côté de ça, un paramètre qui sera, comme je te disais par exemple, à 6, de son côté, automatiquement, là, va commencer à avoir des résultats qui seront plus doux. Et donc, ici, en fait, ce que va faire l'outil, c'est qu'il va automatiquement regarder par rapport à nos critères, quels sont les paramètres qui, globalement, répondent le plus souvent aux critères. Et grâce à ça, à la fin, il va donc me proposer un résultat. Et donc, ce résultat aura donc un beau potentiel. Et par la suite, tu verras également que par expérience,
il pourra potentiellement y avoir certains paramètres que tu voudras peut-être ne pas utiliser. Là, typiquement, comme je te disais, à une suite à 4, globalement, on se rend compte que c'est probablement celles qui produisent les plus gros drawdowns. Et donc, peut-être que ce sont des paramètres qu'il vaut mieux ne pas utiliser. On pourra donc l'exclure pour changer ça. On a également peut-être, tu vois, des paramètres qui vont te sembler trop agressifs quand tu vas commencer à travailler. Par exemple, ici, un Extreme Research 50 peut effectivement bien faire partie des paramètres qui, globalement, présentent un risque trop significatif. Et donc, on peut également l'exclure. Par contre, en faisant ça, on se rend bien compte que là, on va donc venir taper fortement dans notre résultat. Tout ce travail-là sera donc un travail à regarder pour faire en sorte de trouver un bon compromis. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que de mon côté, j'analyse un certain nombre de critères. Je vais analyser donc les résultats sur du long terme. Je vais faire en sorte d'avoir un résultat qui sera pertinent et intéressant sur du long terme. Je vais également regarder donc le drawdown max, mais également là dans ce cas-là, je suis en train de faire des tests où je regarde également qu'il y ait un drawdown minimal que l'on ait pour effectivement avoir un bon résultat. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais ma question elle est assez simple. Si tu venais à rouler pendant 9 années consécutives, est-ce que c'est normal que tu n'aies jamais aucun accident ou que tu n'aies jamais ne serait-ce qu'une égratignure? Et bien donc ici, j'ai la possibilité de venir lui dire prends quand même des voitures qui ont quelques égratignures parce que sinon il y a des chances qu'elles soient quand même un peu suroptimisées ou qu'elles n'aient pas fait grand chose. Et donc là-dessus en fait par la suite, on peut analyser un certain nombre de critères. Mais donc si de ton côté tu n'as pas encore ta propre méthode de travail, ce que je t'invite réellement à mettre en place, c'est déjà mets en place un mécanisme où tu vas faire en sorte d'analyser sur des périodes qui seront plus ou moins longues. Plus ton robot aura vu des situations compliquées et donc plus il a des chances d'être dans le bon sens. Là, je me suis mis sur 9 années consécutives, ce qui nous donne un bon potentiel. Ensuite, n'hésite pas également à décomposer tes périodes longues en petites sous-périodes pour essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit régulier dans le temps. Et après ça, n'hésite pas également à faire en sorte d'analyser tes paramètres un par un pour voir ce à quoi correspond chaque paramètre et aussi à rajouter une période de test à l'aveugle comme ça où tu imagines que tu as que les données avant 2021 et que tu regardes derrière qu'est-ce que ça aurait pu donner si tu avais choisi tes paramètres là-dessus. Et grâce à ça, donc de mon côté, tu vois ici sur l'euro USD en H1 sur un capital de 10 000 euros, globalement j'aurais très probablement lancé ici le paramètre 738. Si on regarde au niveau du paramètre 738, il nous aurait fait donc un bilan entre juillet 2015 et juillet 2024 de 14 434 euros avec un drawdown à 28%. Et si on regarde au niveau de la régularité, effectivement on est sur quelque chose qui est très régulier. Et là, au niveau de notre paramétrage, on se rend compte qu'on est sur un paramètre qui finalement est assez agressif, mais parce que le marché a été relativement doux, permet d'apporter des bonnes performances. Et ici, comme mon paramétrage a été fini en juillet 2024, l'avantage c'est que je peux voir là, donc sur les 2 mois qui ont passé, quels auraient été les résultats qu'il aurait pu donner. Et donc, si je regarde donc entre juillet 2024 et septembre 2024, si j'avais lancé ce paramètre que j'aurais choisi donc sans utiliser cette période-là, on se rend compte que finalement, il n'aurait passé que 8 trades et fait gagner donc 57 euros, mais que globalement, les choses se seraient donc bien passées avec un drawdown qui aurait été très faible. Et donc là, maintenant que ce travail a été fait sur un robot, la suite, c'est donc de faire ce travail-là sur plusieurs robots pour avoir des comptes qui ne soient pas donc basés sur un seul robot qui donne de très grosses performances, mais plusieurs robots qui donnent des performances plus tranquilles en prenant un risque qui sera donc bien plus faible par robot. Et comme ça, si chaque robot fait son petit bonhomme de chemin et qu'il t'apporte quelques dizaines ou centaines d'euros de son côté, l'avantage c'est que le cumul pourra alors être très bon. Pour te donner un ordre de grandeur, voilà à quoi ressemble le premier compte de démonstration que j'ai lancé quand j'ai mis à jour ma méthode en utilisant globalement tout ce que je t'ai expliqué ici. Comme tu peux le voir, on a plusieurs robots répartis donc sur plusieurs symboles différents avec à chaque fois donc un paramétrage unique qui est travaillé comme je te l'ai montré là et chaque robot qui fait son petit bonhomme de chemin. Mais si on regarde au niveau de l'historique, en partant de 10 000 euros, maintenant on est sur un capital à 26 136 euros. Et au niveau du compte en question, voilà à quoi ça ressemble. On a un compte qui a fait 160%, donc depuis le temps, c'était une bonne performance, avec certes des fois des périodes de drawdown qui ont été un petit peu plus longues, comme ici, tu vois, ou encore ici. Mais à côté de ça, on a une performance qui globalement tient la route aux alentours de 4,5-5% par mois, très bien, et avec des drawdowns qui ne se produisent pas trop souvent. Donc globalement, c'est à ça que j'aime qu'un compte ressemble. Voilà. Maintenant, je pense que tu as tout ce qu'il faut pour commencer à regarder ce qui peut te parler et ce qui peut te plaire. Surtout, n'hésite pas à faire ce travail de paramétrage sur différents comptes, différents robots et quoi qu'il en soit, quand tu commences, commence toujours en démonstration. Il faut bien comprendre que quand tu vas passer sur les robots, ton risque de perte est forcément plus significatif que ton risque de gain. 80% des traders perdent de l'argent. Ce n'est pas des personnes qui ont juste voulu perdre de l'argent, c'est des personnes qui pensaient qu'ils gagneraient de l'argent. Ne fais pas partie de ces gens-là. Et ensuite, dis-toi bien qu'il vaut mieux dans un premier temps chercher des rendements qui seront plus faibles pour commencer et petit à petit les faire monter. C'est souvent plus simple de trouver un petit rendement avec un risque limité qu'un gros rendement qui, de son côté, va certes te faire plaisir quand il va bien fonctionner, mais qui peut-être va trop souvent planter ton compte pour te réussir à avoir de bons résultats. Comme tu peux le voir, tout est une question de compromis et d'analyse par rapport à ce que tu souhaites faire. Allez, maintenant je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!